vous n'avez pas vraiment compris Lancelot. Si vous pensez qu'il est simplement trop fort, que sa puissance est exagérée ou incohérente, alors vous n'avez vu qu'une facette de lui. Lancelot, d'un point de vue extérieur, est un mystère total. Un mélange d'héritage royal, de magie divine et d'instinct forgé par des années de survie. Certes, c'est à l'échelle humaine, mais ça reste des années de survie. Il est fascinant, imprévisible, terrifiant et pourtant étrangement humain. Sa force n'est pas seulement brute, elle est le produit d'un choix, d'une destinée, d'un pacte avec le lac qui l'a façonné, une puissance qui pouvait effrayer quiconque. Et pourtant, il porte cette force comme une responsabilité, comme un poids que peu pourraient comprendre. Ce n'est pas seulement le cavalier de la guerre, c'est le prince du lac lui-même, celui qui a dompté une magie que même les plus grands redoutent. Et si Lancelot inspire peur et admiration, c'est parce que nous n'avons pas encore perçu ce qu'il a dû sacrifier pour devenir ce qu'il est. Donc, yo les bros, ici Big Manga. J'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un perso dont le niveau est littéralement actuellement inquantifiable. Lancelot Benoïc, celui que beaucoup considèrent déjà comme l'homme le plus fort du verse de Nanatsu et de Fortnite of the Apocalypse. Et croyez-moi, après cette vidéo, vous comprendrez peut-être pourquoi, selon moi, ce n'est pas exagéré. On va donc creuser ensemble pourquoi malgré ses origines biologiques limitées par rapport aux autres cavaliers, il est devenu surpuissant. Le rôle de sa magie unique et de son lien unique avec la Dame du Lac, ses talents, ses réflexes et pourquoi tout cela fait de lui un être presque intouchable. Et bien sûr, ce que tout ça révèle sur le potentiel futur des autres cavaliers de l'Apocalypse et la véritable menace qu'ils représenteront dans le futur. Et d'autres faits bien évidemment en lien avec les origines de ce dernier et de cette puissance qui n'est plus approuvée. Alors préparez-vous les bros, on va décortiquer la mécanique derrière le personnage le plus fort du verse actuellement, pour beaucoup en fait, et comprendre comment Lancelot est passé du cavalier au potentiel limité au GOAT absolu du verse, au Gojo Satoru du verse putain. Aussi, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires, je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus, bonne vidéo à toutes et à tous, let's go. Et donc, pour poser les bases du perso, Lancelot est le fils de Ban, le renard de l'avarice, l'un des péchés capitaux les plus puissants. Facile top 3 du groupe. Et d'Elaine, la sœur cadette du roi des fées King. Rien qu'avec ça, Lancelot a un héritage de fou. Il est donc directement lié à deux péchés capitaux. Et ça, forcément, ça annonce un potentiel monstrueux. Du côté de Ban, c'est simple. Lancelot a sûrement hérité d'une force physique complètement dingue. Pas besoin de rappeler que Ban a tenu tête au roi démon lui-même sans broncher. Ça, c'est un niveau de résistance que très peu de persos peuvent atteindre. Mais Ban, ce n'est pas juste de la force brute. Il a aussi une capacité d'adaptation hors norme. Pour rappel, il a survécu dans le purgatoire, un endroit si extrême qu'il avait réussi à briser l'esprit de Meliodas lui-même. Ban s'est habitué au climat, à la bouffe, à tout ce que ce monde lui balançait. Et c'est Meliodas lui-même qui a souligné ce talent latent chez lui. Alors bon, si Ban a ça dans son ADN, Lancelot aussi forcément. Maintenant, regardons du côté d'Elaine. En tant que fils d'une fée, neveu du roi des fées et aussi petit-fils de l'arbre sacré, il a accès à la capacité de lecture du cœur. Concrètement, ça lui permet de lire les pensées des gens, mais pas seulement, car en combat, ça devient une arme redoutable, parce que tout adversaire, même inconsciemment, pense à ses coups avant de les porter, sauf bien sûr le chaos. Et résultat, Lancelot peut littéralement anticiper chaque mouvement, et combiné à l'instinct et à l'adaptation de malade hérité de son père, ça le rend quasiment intouchable en combat. Bon, évidemment, je parle là surtout face à des adversaires lambda lorsqu'il était encore jeune, lorsqu'il avait 10 ans quoi. Il pouvait sans doute résister à des adversaires comme des chevaliers sacrés ou autres à cet âge. Mais vous voyez déjà l'idée. À son âge, il était déjà dans une autre dimension. En plus de tout ça, Lancelot possède aussi la capacité de transformation du clan des fées. Et attention, ça ne lui permet pas juste de se changer en renard ou en fée. Non, lui, il peut littéralement prendre l'apparence d'autres races, comme les géants et peut-être même d'autres clans encore. Et là, il y a un détail intéressant, car quand il prend par exemple une forme, il semble aussi profiter de certaines particularités physiques de cette race. Par exemple, en mode fée, il vole sans souci, alors qu'en forme humaine, on ne l'a jamais vu voler naturellement jusqu'à preuve du contraire, malgré son statut d'hybride de fée et d'humain. Donc théoriquement, s'il se transforme en géant, il pourrait très bien profiter de leur puissance
colossal, même s'il a déjà une puissance colossale. Mais je tiens à préciser un truc. En fait, je ne parle pas là des pouvoirs magiques propres à chaque clan. Genre, il n'irait pas piquer la régénération des déesses ni la technique d'heavy metal des géants. Non. Ce qu'il copie, ce sont surtout les caractéristiques physiques de ces clans. La seule exception, c'est pour les fées et les humains, vu qu'il est déjà les deux en même temps. Il peut donc utiliser pleinement leurs capacités, sauf le vol féerique en forme humaine, du moins jusqu'à preuve du contraire. Certains fans pensent même qu'un jour, vu son sang royal, il pourrait éveiller de vrais ailes féeriques en forme humaine, ce qui boosterait bien évidemment encore plus sa puissance. Mais perso, j'y crois à ses moyens. Pourquoi? Parce que déjà, quand il prend l'apparence d'une fée, il a des ailes. Et surtout, il possède une sorte de véritable forme féerique. Sa forme originelle, si je puis dire, celle qu'on a vue dans le film d'Edinburgh et plus tard dans l'arc Walnak. Ce fait avec lui me fait plus penser à Elbram, qui pouvait switcher entre son apparence humaine et sa forme féerique, même s'il était une fée. Et puis, pour être honnête, l'arbre sacré a déjà choisi un autre dirigeant pour le clan des fées. Et ce perso-là, une fille bien évidemment, pourrait très bien être celle qui éveillera ses ailes à l'avenir si Nakaba décide vraiment de lui donner l'importance qu'elle mérite. Concernant son style de combat, c'est assez simple. Lancelot n'a pas vraiment d'armes attitrées. Il est polyvalent de partout. Lance, arc, épée, peu importe, il s'adapte et maîtrise. Et voilà, ça c'est la description de base qu'on a ou que je peux vous donner de lui. Et déjà, rien qu'avec ça, on comprend que le perso a un potentiel complètement hors norme comparé aux êtres normaux de la série. Mais bon, soyons honnêtes, si on s'arrêtait uniquement à ça sur le perso, Lancelot n'aurait clairement pas la puissance qu'il a aujourd'hui. Il serait même sans doute en dessous des autres cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, malgré son sang royal et toutes ses origines de fou, ça ne suffit tout simplement pas, du moins pour moi, pour être sur le même piédestal que les autres. Et en plus, je sais que je me répète, mais il n'a pas été choisi par l'arbre sacré pour devenir roi des fées, même si son propre oncle en est le roi. Et ce même roi a eu plusieurs enfants, dont un a été désigné pour prendre la relève, donc il n'a aucune chance de devenir roi des fées. Donc forcément, même si certains ne seront peut-être pas d'accord, Lancelot ne paraît pas si ouf que ça comparé aux autres cavaliers, avec bien évidemment cette biologie et cette description de base. Prenons Gawain par exemple, on parle quand même là d'une hybride d'Escanor et de Merlin. Rien que ça, c'est déjà abusé. Elle possède le pouvoir solaire d'Escanor, certes sous une forme altérée, mais en plus, elle maîtrise des sorts directement hérités de Merlin, que Merlin elle-même, ou du moins sa marionnette, l'a apprise. Peut-être même qu'Escanor lui-même a appris à cette dernière à gérer sa puissance solaire. Bref, un combo totalement hors norme. Ensuite, il y a Perceval. Et là, on atteint un autre niveau. C'est littéralement un esprit de vie. Un être capable de manipuler la vie et la mort. Avec un corps immortel, une robustesse de malade et une magie qui, soyons clairs, est l'une des plus cheatées du verse. L'espoir. Ou pour le dire autrement, l'incarnation même du pouvoir de l'amitié. Ouais, si dans l'autre manga, vous avez, je sais pas, le pouvoir de l'amitié venant de n'importe où, alors lui, il possède littéralement ce pouvoir. Et enfin, Tristan. Probablement le plus dingue des quatre. Lui, c'est un hybride entre deux des races les plus puissantes qui existent dans ce verse. Les démons et les déesses. Ajoutez à ça son côté humain et on obtient un mélange explosif qui combine trois lignées à lui tout seul. Et donc, si on résume vite fait les cavaliers de l'Apocalypse, on a Lancelot, hybride de fée et d'humain. Deux races qui, soyons honnêtes, ne sont pas vraiment les plus haut placées dans la chaîne alimentaire raciale. Gawain, hybride d'Escanor et de Merlin, soit du soleil et de l'infini. Rien que ça. Perceval, hybride d'esprit de vie et humain. Ouais, je le dis. Avec le pouvoir de manipuler la vie et la mort et aussi le pouvoir de l'amitié. Et enfin, Tristan, hybride de démons, de déesses et d'humains. Une combinaison tout simplement imbattable sur le papier. Même si bon, vous connaissez les bails avec le perso. Non mais sérieusement, si on nous avait présenté les quatre cavaliers uniquement sur le papier, sans voir leur développement, c'est évident que Lancelot serait celui qui paraît le moins impressionnant en termes de potentiel brut. Parce que ouais, face à un hybride d'Escanor et de Merlin ou à un esprit de vie immortel sans parler de Tristan, il fait sans doute pas le figure. Et donc, présenté comme ça, Lancelot avait clairement l'air d'être le cavalier prophétique avec le moins de potentiel. Mais tout ça, c'était avant un événement qui a littéralement bouleversé sa vie et qui l'a propulsé bien au-dessus des autres, qui l'a mis au-dessus de toutes les races, putain. En fait, tout commence à Lyonesse, lors d'un entraînement avec Tristan. Pendant ce combat, Tristan passe brièvement en mode démoniaque et blesse Lancelot au front. Et c'est ce choc qui déclenche en lui l'éveil de sa capacité de lecture du cœur, un don hérité directement de son sang féerique. Et un beau jour, dans le royaume de Benoïc, arrive un marchand véreux. Le type débarque pour escroquer les fées avec des babioles venues de Britannia. Et cerise sur le gâteau, il tente directement de kidnapper Lancelot en le prenant pour une fille. Mauvaise idée, car Lancelot le déjoue sans problème et le fait amèrement regretter sa tentative. Mais cette histoire lui laisse un goût amer, car oui, beaucoup le prennent pour une fille. Et avec sa capacité à lire dans le
cœur des gens, il sait que ce n'est pas qu'une impression. Même quand on lui disait le contraire, il voyait la vérité. Pire encore, son propre maître Jericho, la détestable, oui, c'est un perso détestable. Et donc, même cette dernière le considérait aussi comme tel. Bien sûr, c'était la goutte de trop. Et pour se viriliser un minimum, il décide de se couper les cheveux. Et dans un sens, ça marche. Peu après, Ban, Lancelot et les autres habitants de Benowick découvrent que ce marchand humain, celui qui était venu à Benowick, a mystérieusement disparu. Mais pas seulement lui. Un peu partout en Britannia, des disparitions étranges se multiplient. Chevaliers sacrés en mission, simples humains, des gens s'évaporent littéralement de la nature. Et pour ceux qui pensent que tout ça venait du royaume éternel d'Arthur, détrompez-vous, car Arthur ou son royaume éternel n'a jamais fait disparaître des individus isolés. Ce qu'il fait, c'est effacer des royaumes entiers avec leurs habitants. Rien à voir avec cette situation. Je sais pas s'il peut faire cela, mais bon, il n'a pas encore montré pouvoir le faire. Ces disparitions-là, c'était autre chose. Et c'était loin d'être un détail. Et donc, à ce moment-là, Lancelot, évidemment, veut participer à l'enquête sur ces disparitions. Mais Ban refuse net. Pour lui, son fils est encore bien trop jeune. Sauf que, là, on parle de Lancelot, qui a hérité de la même témérité que son père au même âge. Et en plus, il a reçu les souvenirs des exploits des péchés capitaux et donc de son père. Alors forcément, comme Ban autrefois, qui avait tenté de cambrioler la maison d'en haut placée sans Zivago, avant de se faire malement tabasser, Lancelot n'en fera qu'à sa tête. Dès le lendemain, il part sur les traces du marchand disparu, accompagné de Jericho, la détestable. Et là, tout bascule. Une voix mystérieuse semble les appeler. Sans réfléchir, il fonce droit et disparaît de Benowick, entraînant Jericho la détestable avec lui qui ne pouvait tout simplement pas le laisser partir seul. Ensuite, pour Ban et Elaine, c'est le choc total. Leur fils s'est volatilisé. Et malgré toutes les recherches, impossible de le retrouver. Lancelot passera donc 3 longues années enfermé dans cette dimension mystérieuse, aux côtés de Jericho, la détestable. Et ce sera à l'âge de 13 ans qu'il réapparaîtra enfin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas? On n'a pas encore tous les détails, pas encore de flashback précis. Mais le manga nous révèle quelques bribes. On sait par exemple que durant cette période, Lancelot n'a cessé de se plaindre, de pleurnicher, se voyant littéralement comme un enfant désespéré. Il a même cru à un moment que Jericho l'avait abandonné parce qu'elle le détestait. Mais il y a plus intriguant. Lors de leur retrouvaille, Jericho la détestable, après avoir déballé son amour et tout à Lancelot, confie que Lancelot a pris une décision pour elle. Une décision qu'elle n'oubliera jamais. Est-ce que ce choix a été la clé de leur sortie de cette dimension étrange? Très probablement. Et ce qui est sûr, c'est qu'après être revenu, Lancelot n'était plus le même. Il avait acquis une puissance magique monstrueuse, comparable sans doute à celle des péchés capitaux eux-mêmes. Donc oui, même si Jericho la détestable le décrit comme un vrai casse-pied pendant ces 3 longues années, il en est ressorti métamorphosé. Et cette puissance qu'il a gagnée, tout laisse penser qu'elle est liée à la fameuse décision qu'il a prise pour elle. Car durant tout le long de leur voyage dans cette dimension, il était un véritable casse-pied, un pleurnichard quoi. Et c'est donc clairement cet événement, sa disparition pendant 3 ans, qui marquera la vraie cassure dans son évolution. C'est là que son niveau et son potentiel exploseront, le propulsant bien au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer pour lui, du moins de ce que je pouvais imaginer putain. Parce qu'à son retour, non seulement il avait atteint une puissance magique digne des péchés capitaux, mais en plus, il sera désormais connu sous le nom de Lancelot du Lac ou Prince du Lac. Et là, attention, ce surnom n'est pas anodin. Et il a aussi éveillé une magie décrite comme comparable à un fleuve. Et dans tout le lore de Nanatsu Taizan et des 4 cavaliers, le seul autre personnage lié au terme lac, c'est la prêtresse du chaos elle-même, aka la Dame du Lac. Une entité qui, selon Varghese, enlève des héros humains un peu partout en Britannia. Tout cela colle parfaitement et confirme que Lancelot et Jericho, la détestable, ont bien été téléportés dans une dimension liée à elle, très probablement la dimension du lac. Et ce n'est pas tout. Dans les légendes arthuriennes, et Nakaba s'en inspire énormément, la Dame du Lac joue un rôle majeur dans la vie de Lancelot. Elle est même censée l'avoir pris sous son aile un certain temps, si je ne dis pas de conneries. Donc là, franchement, difficile de nier. La puissance magique de Lancelot est probablement directement liée à cette entité chaotique. Et les pouvoirs de cette dernière, on en a déjà eu un aperçu dans Nanatsu Taizan. Pour rappel, la Dame du Lac avait littéralement absorbé la dernière attaque combinée des péchés capitaux contre le roi démon. Une attaque décrite comme l'une des plus puissantes de tout le verse à ce moment-là. Et elle l'a neutralisé sans que Britannia ne soit détruit, en l'effaçant littéralement. Maintenant, petite précision importante, quand je dis que Lancelot a une puissance magique équivalente aux péchés capitaux, ça ne veut pas directement dire en fait qu'il est à leur niveau exact. Avoir une réserve magique du même calibre, ce n'est pas la même chose qu'avoir la même efficacité au combat. Et je pense qu'on l'a clairement vu avec les périls, des fraudes putain. Car même si après avoir reçu le chaos en eux, ils avaient atteint probablement une réserve magique comparable à celle des péchés capitaux, ça ne les rendait néanmoins pas supérieurs ou égaux aux 3 monstres sacrés que sont Meliodas, Ban et King. Petite mention honorifique au lion de l'orgueil Escanor putain. Et donc
donc, même si après sa sortie, il avait une réserve magique comparable, il n'avait néanmoins probablement pas encore leur niveau de combat. Et donc, un an après sa sortie, Lancelot va rapidement montrer qu'il n'est pas là pour plaisanter. Pour commencer, il aidera Tristan à vaincre Dead Spirits. Mais rapidement, Tristan perd le contrôle en mode démoniaque. Et là, Lancelot décide de l'affronter, sans hésiter. Pourquoi? Bah, d'abord pour prouver à Tristan qu'il est bien plus fort que lui. Et aussi, pour prendre sa revanche de leur duel d'entraînement lors de l'anniversaire de Tristan. En fait, à ce moment-là, même blessé, Lancelot voulait continuer le combat. Mais Tristan refusera, ne voulant tout simplement pas blesser son ami davantage. Ça a marqué Lancelot psychologiquement. Et cette fois, il ne laissera rien passer. Résultat, il bat Tristan démoniaque avec une seule attaque sérieuse de sa part. Une attaque qu'il montrera par la suite à plusieurs reprises avant ses 18 ans. La route scintillante. Sérieusement, cette attaque est sans aucun doute trop monstrueuse. Capable de mettre Tristan démoniaque hors d'état de nuire sans broncher, suivant sa cible jusqu'à le toucher. Elle a même grièvement blessé Nanashi, lui poussant à utiliser sa régénération divine pour pouvoir s'en remettre. Et là, soyons honnêtes, certains pourraient ne pas être d'accord, mais la puissance qu'il montre dans le film d'Édimbourg n'a clairement rien à voir avec celle qu'il a maintenant. Son niveau magique a peut-être peu changé, mais sa puissance globale a explosé. Pourquoi ce bond? Bah, probablement parce qu'il s'est entraîné dur pendant 2 ans. Là, je parle des 2 années séparant le film d'Édimbourg et l'histoire principale, éliminant de nombreux chevaliers chaotiques, tout en cherchant à retrouver Jericho la détestable, qu'il avait abandonné un an après leur sortie de cette dimension étrange à cause de raisons assez claires. Putain, ce travail acharné a fait passer Lancelot à un tout autre niveau. Et donc, dans Fortnite of the Apocalypse, je connais trop pour putain. Ce n'est plus juste sa magie qui impressionne, mais bien sa puissance totale, maintenant comparable à celle des péchés capitaux. Et pour ajouter un détail de folie, ce qu'on compare aux péchés capitaux n'est même pas Lancelot à pleine puissance, car là, on parle d'un Lancelot sans trésor sacré ou arme pouvant résister à son flux magique juste démentiel. Ouais, sa magie est juste à un niveau divin, à ce stade si on peut le dire, car aucune magie dans l'œuvre pouvait briser des armes juste à cause de l'intensité magique, putain. Et c'est donc exactement pour ça qu'une grande partie de son périple, alors qu'il cherchait Jericho la détestable, sera aussi consacrée à retrouver Dubs, pour pouvoir obtenir une arme capable de supporter sa magie, parce que tout le reste explose instantanément sous son flux magique, de son utilisation massive de fléchettes au début. Et ça explique aussi pourquoi sa puissance dans le film d'Édimbourg n'était pas encore son plein potentiel, car à l'époque, sa lance pouvait résister à sa route scintillante. Mais 2 ans plus tard, même cette lance finit par céder hors écran bien évidemment, probablement à cause de l'intensité de sa magie qui avait augmenté. Et pour ceux qui pensaient que cette lance, que cette arme était son arme de prédilection ou son trésor sacré, pour rappel, cette lance a été fabriquée par Lancelot lui-même, à partir d'une babiole du marchand escroc qui avait débarqué à Benoïc. Donc bon, c'était à prévoir. Et ça prouve d'une certaine manière que sa puissance magique avait aussi augmenté, en 2 ans bien évidemment. Et donc, même sans arme, Lancelot se retrouve à combattre Arthur, qui lui possède littéralement le chaos et est considéré au niveau de Méliodas. Et c'est donc Méliodas en personne qui l'encourage à l'affronter. Autant dire que ça montre que sur tous les plans, son niveau est déjà équivalent au Deadly Sins, au plus puissant des Deadly bien évidemment. Car juste avant ça, Méliodas refusait que Tristan combatte Arthur en 1 contre 1. Et bien sûr, on assistera à une humiliation totale du roi du chaos. Après d'innombrables comparaisons avec les Deadly, Lancelot obtient enfin une arme adaptée à sa magie monstrueuse, l'épée de Nanashi, Shirodika ou bien Cerf Blanc. Une arme certes un peu émoussée, mais fabriquée par Dubs lui-même et pouvant enfin résister à son flux magique démentiel. Une arme qu'il a peut-être propulsé à un niveau au-dessus des péchés capitaux, vu qu'il était comparé à leur niveau sans armes. C'est en jamais. Il possède aussi une capacité lui permettant de copier les capacités physiques des adversaires qu'il a déjà vu combattre ou qu'il a vu combattre dans des souvenirs d'autrui. Il peut littéralement tout copier de ces personnes, que ce soit leur façon de parler ou leur style de combat et tout. Mais le seul bémol, c'est qu'il se limite au niveau qu'il a vu de la personne et aussi il ne peut pas copier la magie de la personne. Et ce n'est pas tout. Lancelot semble aussi avoir hérité du détournement de Ban, puisqu'il réussit à arracher les dents d'Arthur sans que ce dernier n'ouvre la bouche. Bref, voilà un résumé de ce que Lancelot a accompli depuis son apparition et avant le saut de temps. Et franchement, on comprend vite pourquoi il est passé d'un cavalier au potentiel limité ou faible à une vraie force capable de rivaliser avec les plus puissants du verse. Mais bon, bien sûr, ça ne s'arrête pas là, car il possède aussi une magie unique, nommée Lune Brumeuse. Et croyez-moi, elle n'est pas là pour rigoler. Elle lui permet déjà de tirer des faisceaux lumineux surpuissants avec sa route scintillante, au point que même Arthur doit activer le chaos pour s'en protéger. Mais le vrai truc qui rend cette magie complètement folle, c'est ce qu'on découvre lors de son combat contre Nanashi. Car là, Lancelot absorbe l'attaque la plus puissante de ce dernier. Une attaque capable de blesser Arthur sans problème. Et oui, sa magie l'absorbe sans souci. Et retourne même la force du sort contre Nanashi lui-même. Et ce n'est que 2 ans plus tard qu'on verra la puissance absolue de cette magie. Avec l'épée de Nanashi qu'il a obtenue et probablement un
imprégné de sa magie, Lancelot est capable d'absorber tous les attaques des 4 périls sans difficulté avec la pointe de sa lame. Mieux encore, il peut combiner ses attaques et les renvoyer contre ses adversaires. Et ce n'est pas tout, il peut même absorber des incantations magiques littéralement putain. Nanashi lui-même comparait déjà cette magie à un fleuve, avec bien sûr les autres sorts comme ses affluents, ce qui est juste démentiel. En gros, Lancelot absorbe les magies adverses comme un fleuve absorbant ses affluents, sans effort. Nanashi semblait avoir trouvé la nature exacte de cette magie, même s'il a été pris de court par Lancelot avant de tout nous déballer. Et donc avec ça, si Lancelot par sa biologie seule pouvait être limité face aux autres calamités, sa magie rend toute limite complètement obsolète. Elle peut littéralement absorber toutes les attaques magiques qu'on lui lance, que ce soit via la sphère qu'il crée autour de lui ou juste simplement avec la pointe de l'épée de Nanashi. Et si ce n'était que ça, bah non. Car durant son entraînement après son retour, il a développé un sens du combat et des réflexes surhumains, capable de prévoir tous les mouvements adverses grâce à sa lecture du cœur, devenant bien sûr pratiquement intouchable au combat, même pour Arthur sans qu'il n'utilise le chaos. Avec tout ça, oui les bros, on peut le dire, Lancelot est juste trop puissant pour ce verse. Absorber, mélanger et renvoyer tout type de sort magique n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est donné à personne. Et le plus fou, c'est que la puissance de ces sorts ne semble jamais être un problème. Il a déjà arrêté des attaques capables de blesser Arthur et d'autres qui ont littéralement mis à mal les autres membres du Quatuor. Alors après tout ça, la puissance de Lancelot est-elle vraiment incohérente? Parce que pour revenir à ce que je disais, biologiquement parlant, il était sans conteste celui avec le moins de potentiel. Même si certains vont peut-être râler, si Lancelot avait suivi la même évolution que le reste du Quatuor, il n'aurait probablement jamais atteint leur niveau. Mais voilà, cette magie change complètement la donne. Et honnêtement, c'est peut-être pour pallier à ce désavantage que Nakaba lui a fait vivre tout ce parcours. Il lui a donné toute cette puissance parce que son potentiel biologique brut était inférieur à celui des autres. Et le lien avec la Dame du Lac est plus que probable. Déjà, sa magie possède une spécificité unique que l'on retrouve aussi chez elle. Ensuite, son nom après sa sortie de la dimension mystérieuse, Lancelot du Lac ou Prince du Lac, clairement ce n'est pas anodin. Peut-être est-il le seul à avoir réussi à dompter le lac. Peut-être est-il même devenu l'avatar de la Dame du Lac en ayant pactisé avec elle. Ou alors, comme pour Arthur avec le chaos, la Dame du Lac a choisi Lancelot. Il serait donc devenu le Prince du Lac, héritier de ses pouvoirs juste démentiels. Tandis qu'Arthur, lui, serait le roi du chaos, choisi par le chaos. Et pour le parallèle, vu que le chaos originel a créé la Dame du Lac, Arthur est donc le roi du chaos. Et Lancelot, ayant peut-être hérité de la magie d'une création du chaos, est le Prince du Lac, le roi et le prince. Et c'est peut-être aussi ce qui explique comment Lancelot a réussi à sortir de cette dimension avec Jericho la détestable. Sa décision, celle qu'il a prise pour elle, aurait été d'accepter le pouvoir du lac, recevant une magie surpuissante, dépassant tout ce qui existe en ce monde, hormis le pouvoir du chaos. Partageant donc la même spécificité que le pouvoir de la Dame du Lac elle-même. Car si on suit l'histoire que nous raconte Lancelot, durant la durée de ses 3 ans, il n'a pratiquement rien fait. Il ne s'est pas entraîné. C'est à la fin qu'il a dû prendre une décision, obtenant bien évidemment cette puissance démentielle. Et donc perso, je me demande maintenant, est-ce vraiment une magie que Lancelot a éveillée lui-même, ou est-ce qu'elle est liée à 100% à la Dame du Lac? Perso, j'aimerais que ce soit un peu les deux, que cette magie soit connectée à la Dame du Lac, mais que cette dernière ne puisse pas réellement le reprendre à Lancelot. Un peu comme le chaos qui ne peut être retiré d'Arthur sans pour autant absorber Arthur lui-même. Et comme je l'ai supposé, peut-être que c'est lié à sa décision. Recevoir le pouvoir du lac avec un possible pacte avec la Dame du Lac. Un pacte qui lui aurait donné la puissance nécessaire pour son aventure ou juste pour s'échapper de cette dimension avec Jericho la détestable, avec forcément une contrepartie qu'on découvrira plus tard. Car si on suit bien ce que Lancelot raconte sur leur séjour, il a toujours été emboulé pour Jericho, ce qui prouve que cette puissance magique, il l'a acquise littéralement avant leur sortie. Et concernant la contrepartie du pacte, pour ce qui est d'un indice allant dans ce sens, bah quand Guenièvre parle des visions de Lancelot qu'elle a rencontré, elle tombe en pleurs en parlant du Lancelot de 24 ans, le dernier qu'elle rencontrera. Peut-être donc que cette contrepartie s'est mise en place à ce moment-là et que la Dame du Lac a peut-être pris une certaine influence sur lui. Après tout, un événement important a dû se produire pour que Guenièvre rencontre Lancelot pour la dernière fois à ce moment-là, alors qu'elle meurt elle à 71 ans et qu'elle a actuellement 14 ans. Donc après cette rencontre, sa vie a continué en fait. Mais bref, c'est là-dessus que je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire. Et donc en gros, la chose à retenir, c'est que même si Lancelot semble trop puissant, tout ça reste cohérent avec son histoire, son titre de cavalier et son parcours. Cette puissance, bah elle vient de plusieurs trucs. Sa magie unique et démentielle, son niveau magique déjà colossal, ses talents incroyables pour manier n'importe quelle arme, sa lecture des pensées et des mouvements adverses, sa réactivité et tout le tralala pièce. Il y en a trop. Oui, il y a sans doute une contrepartie qu'il devra payer plus tard. Mais pour l'instant, c'est clairement lui le GOAT du verse, le Gojo du verse putain. Perso, je pense que son titre de cavalier de la guerre est lié à sa capacité unique d'absorber
absorber, mélanger et renvoyer les sorts. Mais ça, je vous garde ça pour une vidéo spéciale sur les calamités des cavaliers de l'Apocalypse. Bref, voilà pourquoi pour moi, Lancelot est actuellement le plus puissant des cavaliers. Sa puissance montre aussi en quelque sorte ce que les autres membres du Quatuor pourraient atteindre ou même dépasser. Ces quatre-là sont littéralement destinés à déchaîner le chaos sur Camelot. Ce n'est donc pas un hasard s'ils portent ces calamités. Ce sont de véritables catastrophes naturelles futures. Donc franchement, pourquoi être étonné de voir un perso aussi puissant dès maintenant? Les autres finiront probablement par atteindre ce niveau, même si Tristan semble pour l'instant un peu laissé de côté par l'auteur en termes de développement. Vraiment, l'auteur doit avoir pissé de lui, putain. Et un dernier petit truc, Lancelot n'était pas le seul à avoir été emporté par la Dame du Lac dans cette dimension mystérieuse. Alors, est-il le seul à avoir reçu toute cette puissance ou la Dame du Lac crée-t-elle d'autres êtres encore plus dangereux dans son coin? C'est un jamais. En tout cas, j'espère qu'après ça, vous comprenez peut-être un peu pourquoi Lancelot est actuellement l'homme le plus fort du monde, le GOAT du verse, littéralement, putain. Qui peut le tester? Par peut-être Arthur. Même Meliodas, j'ai quelques doutes, même si Meliodas aussi, un niveau juste démentiel, un niveau en forme ultime, je le rappelle, se rapprochant du chaos lui-même. Imaginez juste la puissance que peut avoir Meliodas, même si son dernier niveau a été nerfé. Donc bon, je sais pas qui pourrait gagner entre les deux. Et donc, voilà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. Et après avoir décortiqué tout ça, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi Lancelot est actuellement l'homme le plus fort du monde selon Donnie. Sa puissance ne vient pas seulement de son sang ou de ses talents innés, mais bien de sa magie unique, de son entraînement, de sa décision dans la dimension du lac qui est liée au pacte avec la Dame du Lac, Prince du Lac. Et même si pour l'instant il domine tout le monde, il y a forcément une contrepartie qui l'attend, ou peut-être un mystère encore plus grand que Nakaba nous réserve. Sans parler du potentiel monstrueux des autres cavaliers, Gawain, Perceval, Tristan, tous destinés à devenir de véritables catastrophes naturelles. Donc bon, ne soyez pas étonnés de voir ça. Alors les bros, maintenant c'est à vous. Pensez-vous que Lancelot restera le GOAT du verse ou est-ce que les autres finiront par le rattraper? Et selon vous, quelle est vraiment la contrepartie du pouvoir du lac? Lâchez vos théories en commentaire parce que là, on n'a pas encore fini d'en parler. Bien sûr, comme d'hab, balancez les likes en masse pour montrer votre soutien. Partagez la vidéo aux fans du manga bien évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, même si perso, je sais que ça a déjà été fait. Et enfin, donnez-moi vos avis et tout dans les commentaires pour le référencement, vous connaissez. En écrivant bien évidemment Prince du Lac à la fin de la vidéo. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Passez une excellente journée. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo ou jusqu'aux prochaines vidéos de la chaîne car du très lourd arrive. Bonne continuation à toutes et à tous. Peace.